C'est le scénario qu'Emmanuel Macron voulait à tout prix éviter. Donald Trump annonce l'instauration d'une taxe de 25% sur tous les produits européens importés. On écoute tout de suite le président américain. Nous avons pris une décision. Nous la lancerons très bientôt. Et ce sera 25% en général. Ce sera sur les voitures et d'autres choses. L'Union européenne est un cas différent de celui du Canada. Ils ont profité de nous d'une manière différente. Patrick Sauce nous a rejoint, désormais chroniqueur régulier de cette émission. Tant les épisodes Trump sont quasi quotidiens, on n'y comprend plus rien. Dans Paris Match, Emmanuel Macron a dit la chose suivante: les messages sont passés auprès de Donald Trump, mes objectifs sont remplis. Visiblement, les messages ne sont pas très bien passés. Ah, ils sont passés et ils ont été posés sur une table, sur un guéridon du bureau ovale. Mais vous avez bien fait de choisir cet extrait parce que on ne parle pas de tous les produits importés de l'Union européenne. Il parle de produits en général. Il y aura les voitures, il y aura d'autres produits. Non, il faut être un peu plus clair que ça. Et c'est là que ça va poser problème, ou c'est là qu'on va dénicher aussi, finalement, une drôle de façon de faire de la diplomatie économique pour Donald Trump. Reprenons un petit peu les choses. Ça s'est déjà passé pendant le premier mandat Trump en 2018, avec des mesures dans les deux sens, une imposition ou une taxation plus forte des produits venant de l'Union européenne, et puis il y avait eu la réplique justement des Européens. Alors ça avait été assez malin, ils avaient été choisir les États républicains et ce qu'ils produisaient. Dans le Wisconsin, ils produisent des Harley-Davidson. On va taxer les motos. On va taxer le jus d'orange venant de Floride, État républicain. Pour ceux qui adorent se remplir de calories, on va taxer aussi le beurre de cacahuètes. Ça avait été des choix faits sur certains produits. Et puis, lorsque l'administration avait changé, Joe Biden avait été élu, on avait décidé de suspendre tout ça. Une suspension, ou plutôt une espèce de moratoire, parce que cette suspension devait s'arrêter le 1er avril prochain, c'est-à-dire dans un mois. Et ça, Donald Trump, il le sait. Et en fait, ce n'est pas... c'est simplement du déclaratoire, et les Européens savent que de toute façon, dans un mois, on revient à la situation de 2018. Donc il y a pas une espèce de sanction de 25%, on revient simplement à la situation d'avant. Et un peu comme avec les Canadiens, un peu comme avec les Mexicains, il se trouve que on a pile poil un mois pour discuter de ce qu'on va taxer. Et évidemment, lorsque on parle de messages passés, n'oubliez pas, en dézoomant sur les images d'Emmanuel Macron, qui était à sa droite dans le bureau ovale. Il y avait Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, qui est venu discuter aussi pour le sort des Français. Donc, il ne serait pas étonnant qu'on entende parler de 25% sur certains matériaux, notamment ceux lesquels concrètement? On parle de quelles conséquences ceux précises qui servent notamment à fabriquer des voitures allemandes, par exemple. Mais on sera peut-être surpris de voir que certains spiritueux français échappent un petit peu à sa savette. Finalement, de la dentelle, chose que Donald Trump ne fait pas, mais son secrétaire au Trésor, le fameux Scott qu'on entendait pendant la conférence de presse. Mais Scott, c'est quoi les chiffres? Scott Bessent, parce qu'il a quand même un nom de famille, ce monsieur-là, c'est le secrétaire au Trésor. Et ces gens-là sont sérieux. Ils ont des biais politiques, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais ils sont des gens sérieux. Et donc, on va voir sur des dizaines et des dizaines de produits, là où on peut jouer. En fait, lorsqu'on parle de... Moi, je pensais que le cognac, le vin, les fromages français, tout ça, ça allait être catastrophique pour ces secteurs-là. Vous dites ça peut être catastrophique parce qu'il y a une instabilité, mais il faut savoir, lorsque vous avez du déclaratoire sur des mesures miroirs entre deux grands blocs économiques, c'est pas exactement sur les mêmes produits. Tu vas me taxer un peu plus sur l'aluminium, et moi je vais te taxer un peu plus sur, disons, le beurre de cacahuète ou les jeans. On n'est pas obligé de faire exactement les mêmes impôts, les mêmes barrières douanières sur les mêmes produits. Et donc ça va être de la négociation. Et étonnamment, on se donne un mois pour le faire, puisque le 1er avril prochain, c'est la fin de la suspension. Donc vous êtes plutôt rassurant en fait. Rassurant, non. J'essaie d'être optimiste et surtout de décrypter ce qui est dit par Donald Trump. On pourrait être un peu plus inquiétant sur ce qu'il a dit sur l'Ukraine hier. Et on va y revenir dans un instant avec Benoît Galeret. Intéressant quand même le contexte. Amandine Atalaya, il y a quelques jours sur ce plateau, on analysait les accolades, les câlins, les petites tapes sur la cuisse entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et là, quelques jours plus tard, cette sanction des États-Unis. Franchement, personne n'était naïf et Donald Trump l'a toujours dit, et Emmanuel Macron le savait très bien. Et ça n'est pas lié à la visite d'Emmanuel Macron. Enfin, il ne faut pas l'analyser comme un échec d'Emmanuel Macron. Honnêtement, il a fait ce qu'il a pu avec un Donald Trump qui est totalement
égoïste entre guillemets dans ses choix et qui n'en fait qu'à sa tête et qui a toujours dit qu'il taxerait l'Europe parce qu'on l'insupporte, parce qu'on a un excédent commercial et qu'il a envie de changer la donne. Il l'a déjà fait par le passé. Maintenant, c'est vrai, ce sont les négociations qui vont jouer. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de patrons français qui connaissent très bien Donald Trump. Par exemple, Bernard Arnault, LVMH, pour le luxe, pour les spiritueux, a réussi plusieurs fois à obtenir finalement des reculs de Donald Trump et à ce que ça se passe moins mal que prévu. Donc, il ne faut pas forcément considérer d'emblée que ça va être la catastrophe. On va peut-être, comme le Canada et d'autres, réussir à apaiser Donald Trump et à ce que ça ne soit pas forcément l'effondrement. Il va falloir l'apaiser, Donald Trump, parce que vous avez entendu son autre déclaration sur l'Union européenne. On écoute à nouveau le président américain. J'adore tous les pays de l'Union européenne. Ils sont tous différents. J'adore. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. Elle a été conçue pour entuber les États-Unis. C'est son objectif. Roselyne Bachelot, désespérée. Le terme traduire, c'est pour baiser les États-Unis. Je crois que la traduction. On n'a pas osé aller jusque-là. La traduction exacte, pardon, d'utiliser cette trivialité sur le plateau. Non, le déplacement d'Emmanuel Macron avait un but, c'était de traiter la question ukrainienne. Vous savez que dans les négociations, on traite un sujet à un seul, et que les négociations commerciales étaient traitées à l'échelon N-1. Elles sont effectivement beaucoup plus complexes, plus difficiles, plus multiforme. Non, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est ce qui va se passer avec Volodymyr Zelensky à la fin de la semaine, parce que c'est ça le véritable sujet pour nous Européens. Et effectivement, toute cette négociation sur les terres rares et sur les minerais critiques, c'est là le véritable que ça sujet joue. économique, Volodymyr Zelensky, beaucoup plus que des droits de douane sur lesquels on va négocier, parce que on a des possibilités d'échange donnant, perdant. On a des leviers. Mais sur ces questions-là, effectivement, l'Ukraine, c'est l'autre volet très important. Volodymyr Zelensky qui va à Washington demain. Et là encore, Donald Trump a piétiné ses espoirs sur une possible adhésion à l'OTAN. C'est ça, Benoît ? Oui, il n'a même pas encore atterri, Volodymyr Zelensky, que son bras de fer semble mal engagé. Son objectif avoué, c'était contre ces minerais, contre ces fameuses terres rares dont vous parliez, d'exploiter, que Trump veut exploiter, c'est d'obtenir en échange des garantie, en clair, une entrée dans l'OTAN dont vous parliez, sauf que, écoutez ce que disait Trump cette nuit devant les caméras, pas d'intervention, pas d'alliance. Pour ce qui est de l'Ukraine dans l'OTAN, vous pouvez oublier. Je pense que c'est sûrement la raison pour laquelle tout ça a commencé. Nous allons faire de notre mieux pour conclure le meilleur accord possible pour les deux parties. Et nous allons faire en sorte que l'Ukraine puisse récupérer autant de territoire que possible. Assurer la sécurité de cette zone, dit-il encore, c'est l'affaire de ses voisins directs, explique Trump. Comprenez que l'Union européenne se débrouille. Pas d'autant pour l'Ukraine, en tout cas, vous l'avez entendu. Et on verra si la Russie veut bien lui rendre un peu de son territoire. Ça va faire plaisir à Poutine. C'est exactement sa position. Pareil, quand Donald Trump traite le président ukrainien de dictateur illégitime, sans élection. Alors, Zelensky, ça l'avait agacé la semaine dernière. Il avait répondu: comment voulez-vous organiser des élections dans ce pays en guerre où même pas la moitié des électeurs pourraient se rendre aux urnes? Aucun sens. Là, hier soir, dans son message sur les réseaux sociaux, il s'est fait un petit peu plus doux. Il dit: écoutez, sans opposition américaine, la Russie ne s'arrêtera pas. Nous nous préparons pour les négociations de ce vendredi. Des garanties de paix et de sécurité sont essentielles pour que la Russie cesse de détruire la vie d'autres peuples. Je rencontrerai le président Trump. Il est important pour moi et pour nous tous dans le monde que l'aide américaine ne soit pas interrompue. La force est nécessaire sur le chemin de la paix. La force est nécessaire sur le chemin de la paix. En gros, on a besoin de vos bras et de vos armes. Par pitié, ne nous laissez pas tomber. Ça laisse présager quand même plus une supplique qu'une négociation entre les deux chefs d'État demain. Merci beaucoup, Benoît. Et évidemment, on suivra cette visite de Volodymyr Zelensky à Washington auprès de Donald Trump demain.